Bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Dans un instant, le sommaire. L'efficacité de confédérations syndicales et les pressions subies par les responsables au cours de la dernière grève au Bénin a fait l'objet de la deuxième causerie au Café Média Plus dans la matinée de ce vendredi. Dans cette édition, vous suivrez le secrétaire général de la CSA qui s'est entretenu avec les journalistes. L'Assemblée nationale, par un vote de 3 voix pour, 118 contre et 0 abstention, a rejeté la demande de poursuite de l'ancien ministre de l'Économie et des Finances Komi Koutié devant la Haute Cour de justice. À suivre les impressions de quelques confrères dans ce journal. Zoom sur le lavage automoto qui constitue une activité lucrative pour les jeunes sans emploi à Cotonou. Bienvenue à tous. L'Assemblée nationale, par un vote de 3 voix pour, 118 contre et 0 abstention, a rejeté la demande de poursuite de l'ancien ministre de l'Économie et des Finances Komi Koutié devant la Haute Cour de justice. Il est reproché à l'ex-agentier national des faits d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent. Je vous invite à suivre les impressions à cet effet de Diara Moussa Soumanou, Eli Adjeran, Isiaka Kochoni et Fawaz Kali en prélude de la diffusion demain de l'émission Info Hebdo de cette semaine. C'était avec Abdelkader Achirou. Non, nos impressions sont les impressions de la plupart des observateurs de la scène politique nationale. Voyez-vous, nous avons eu face des députés qui nous semblent avoir été éclairés par la sortie de l'ancien ministre des Finances, une sortie qui s'est déroulée à Maryland, et aussi la sortie, quoi qu'on dise, très parfaite des avocats de Komi Koutié qui ont eu le temps d'éclairer la lanterne de l'opinion nationale et également la lanterne des députés à qui ils ont adressé quand même les preuves qu'ils avaient en leur possession, et également le président de l'Assemblée nationale qui a été éclairé par la sortie de ces députés-là, a joué quand même sur l'issue que nous avons pu observer de ce vote-là. Voyez-vous, je pense que cette chance ou cette procédure, les autres mises en cause, à savoir Fatouma Amadou Djibril, Simplice Kodjo, Aboubaka Yaya, Valentin Dianoté, dont certains sont également leurs collègues, n'ont pas eu à procéder de cette façon. Et donc, franchement, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose qu'à ce qu'on a observé hier. Je pense, avec ce rejet qui a eu lieu hier, je puisse me dire, que tant soit peu, qu'il y a plus ou moins une objectivité dans la position partisane que nous observons au niveau donc, de nos honorables députés. D'autant plus que la question que je me pose, est-ce que la sortie de l'ex-agentier de notre pays, qui a influé considérablement sur le résultat que nous avons eu hier, outre, ou bien nos honorables députés ont compris que résolument, au regard donc des faits qui lui sont reprochés, que véritablement ce n'était pas l'argent du peuple et qu'il n'était donc pas important qu'il l'envoie au niveau donc de la Haute Cour de justice. La question reste posée. Moi, sur ce sujet, je voudrais quand même revenir, si vous le voulez bien, un tout petit peu en arrière. Allez-y. Revenir sur le travail des avocats. Parce que si vous avez suivi la plénière qui a été manquée pour se prononcer sur ce sujet, le président de l'Assemblée nationale a bien dit qu'il y a des faits nouveaux qui sont contenus dans la correspondance que les avocats de Komi Koutié ont envoyée. Donc des faits nouveaux. Ce qui veut dire que quelque part, nous devons féliciter aussi les avocats. Je crois que c'est ce qui a manqué à tous ces gens-là aujourd'hui qui se retrouvent dans le collimateur du pouvoir en place. C'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas pu se débattre et qui se sont retrouvés bon gré, mal gré, en prison. Ils n'ont pas eu des avocats pertinents. Ils n'ont pas eu cette pertinence-là au niveau de ceux qui étaient censés les défendre. Donc, moi, je crois que, pour moi, personnellement, le travail... Vous saluez le professionnalisme des avocats. Merci. On salue justement ce professionnalisme. Maintenant, je voudrais aussi préciser quelque chose. Komi Koutié, quoi qu'on soit ce qu'on dira, il n'est pas un homme au-dessus de la loi. À mon point de vue, je crois que tout s'est prédité hier. Tout était déjà envisagé. Je prends quelqu'un qui a perdu son argent, qui va se plaindre et on règle le problème.
on trouve que l'argent est perdu, c'est retrouvé, il y a tel manque, et le dossier était clos, je pense, après les élections. Hein. Mais qu'on aille ressortir encore ce dossier pour dire, voilà, il y a enrichissement illicite, il y a ceci, il y a cela. Ce qui s'est passé, je pense que ce n'est pas étrange hein, pour quelqu'un qui sait bien l'observer, savait déjà que c'est comme ça que ça allait aboutir. Je ne parlerai pas de Laura de Komikoutié. Non, c'est la réalité. Vous pensez que les députés du BNP aussi sont bêtes pour voter en l'air? C'est parce qu'ils ont des éléments essentiels, des éléments, des pièces nécessaires pour pouvoir voter. Ce n'est pas parce qu'ils se connaissaient, ce sont des amis en son temps qu'ils ont voté ainsi. Le 102e numéro de la rencontre du Presse Club Café Média Plus de ce jour a organisé une causerie autour du thème « Le code du numérique et le comportement des médias ». La communication du directeur général des médias du ministère de la Communication, Lévi Ayeyemi, a rappelé les grands axes de ce test de loi auquel les journalistes doivent se soumettre dans l'exercice de leurs fonctions s'ils veulent utiliser l'Internet pour leur publication. Il est au micro de Kalki Tomé et Christian Thomas Imena. Je voudrais préciser que le Code du numérique est un document assez volumineux, réparti sur 7 livres. Le deuxième livre, c'est consacré aux écrits et aux outils électroniques. Et puis, le troisième livre, est consacré aux prestataires de services de confiance. Donc tout ce que vous avez qui interviennent dans les services de GSM, donc les MTN, les Move, même ARCEP et tout le reste. Tous ceux qui sont dans le service du numérique, qui offrent des services en ligne. Donc ce livre-là donne le cadre pour pouvoir leur permettre d'exercer leurs activités et permettre aux utilisateurs aussi de s'intéresser à eux avec beaucoup de confiance. Le livre 4e, et ça devient plus important, c'est le commerce électronique. C'est le commerce, donc tout ce qui a lieu, tout ce qui est lié avec les commandes, les contrats, les transactions conclues en ligne par voie électronique, la livraison des biens et services en ligne et tout le reste. Le 5e livre, et c'est encore très important, plus important que tout autre. C'est un livre qui est destiné à la protection des données à caractère personnel. Et vous savez qu'aujourd'hui, sur le web, sur la toile, vous savez comment on manipule les données, on manipule nos données. On se sert de vos données pour faire n'importe quoi. Donc ce livre vient encadrer un peu, aussi bien protéger les données à caractère personnel. Et le 5e livre, le 6e livre plutôt, est destiné à la cybersécurité et à la cybercriminalité. Donc ce n'est pas un livre qui est destiné exclusivement à la presse. Mais il se trouve qu'il y a des choses qui se passent dans les médias en ligne. Donc il est prévu dans ce code-là, notamment dans la partie relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité, des dispositions sur les activités des médias en ligne. Je me rends compte davantage qu'il y a un grand besoin pour la vulgarisation du code. Et je voudrais vous rassurer que le code du numérique pourrait être vulgarisé avant le code de l'information et de la communication. Restons toujours à la maison des médias où l'efficacité de confédérations syndicales et les pressions subies par les responsables au cours de la dernière grève au Bénin a fait l'objet de la 2e causerie au Café Média Plus. À l'occasion, le secrétaire général de la CSA a eu un langage de vérité avec les journalistes qui ont voulu comprendre les difficultés que les centrales ont eu à mobiliser les troupes pour paralyser l'administration au cours de cette année. Suivez Anselme Amoussou au micro de Jacqueline Alavo et de Christian Thomas Imena. Nous ne pouvons pas continuer de faire le syndicalisme comme dans les bouts de bois de Dieu. Ça n'a aucun sens. Je vous donne 2 exemples pour vous montrer que nous avons besoin également de réformes dans l'action syndicale. C'est le minimum pour nous. Sinon, nous sommes en train d'enterrer le mouvement syndical aujourd'hui. Premier exemple, la dernière grève que nous avons traversée, vous êtes des observateurs avertis. Vous vous rendez compte que nous sommes 7 confédérations. Et que toutes les 7 confédérations ont signé une motion de grève la dernière fois. Et pour ceux qui connaissent la configuration syndicale, la confédération est la fêtière.
Après la Confédération, il n'y a plus rien. La Confédération couvre tous les secteurs d'activité dans le pays, privé comme public. Donc cette Confédération qui signe une motion, elles sont censées être en mesure de paralyser toute l'administration publique et de paralyser même le privé. Mais dans la grève que nous avons traversée la dernière fois, en 3 ou 4 mois, quel est le secteur que nous avons paralysé, à part l'enseignement? Ma confédération a 11 fédérations. Sur les 11 fédérations, je n'ai pas été en mesure de convaincre 10 fédérations de me suivre. Il n'y a que la fédération de l'éducation qui m'a suivi, qui a respecté mon mot d'ordre en tant que confédération. Et c'est pareil dans toutes les autres confédérations. Vous prenez à la CCBI, ils sont 9 confédérations. Sur les 9, c'est seulement. Et donc cette confédération, qui sont de très beaux parleurs, qui sont soi-disant de gros lutteurs, n'ont réussi à convaincre qu'une seule partie de leur mandat pour suivre leur signature. La grève que nous avons traversée l'année dernière est une honte nationale pour les confédérations. Dès le départ, n'aurions-nous pas dû travailler avec nos fédérations de l'éducation parce que c'était une grève finalement sectorielle? Ma confédération est majoritairement dans le privé. Et pendant que je faisais par solidarité ce maintien donc, de la motion de grève, j'avais du mal avec les miens qui me disaient la confédération n'est pas que pour les enseignants. Quand vous êtes responsable syndical, il y a ce que nous appelons, ou même quand vous êtes une autorité quelque part, il y a ce que nous appelons les moments de solitude du responsable que vous êtes, où vous êtes obligé donc de décider en votre âme et conscience. Tous autant que nous étions confédération, aide de confédération, nous avions fait ce constat et nous savions que cette grève était en train de nous enfoncer, nous, confédération. À moins de 3 jours de la rentrée scolaire, une équipe de la rédaction de Zaï TV est allée faire le constat au niveau des stands de vente des fournitures scolaires. Au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, c'est le statu quo. Le coût des articles ne favorise pas leurs achats. Suivons le point avec Jacques Maouillon d'Almeida. À moins de 5 jours de la rentrée scolaire 2018-2019, les parents d'élèves crient toujours la hausse des prix des fournitures scolaires. Un tour au centre de vente des articles scolaires au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, nous avions pu trouver un parent d'élèves parmi les quelques rares qui y viennent et qui s'est prêté à notre micro sur la qualité et le coût des articles présentés. Mes impressions sont bonnes. Ils ont de très beaux articles et c'est intéressant, c'est attrayant. Bon, mais c'est seulement au niveau du coût, c'est tout. Sinon, ça va. Ils ont beaucoup de choses dont on a besoin, mais le coût n'est pas aussi abordable que ça. C'est un peu cher, c'est un peu cher. Bon, peut-être que c'est compte tenu du prix d'achat, sinon vraiment c'est cher. Je vais acheter un sac, je veux 2, j'ai quitté là-bas, le prix qu'on m'a dit ne m'a pas intéressé. Je viens ici, je vois que c'est le même prix. Ça veut dire que c'est à ce prix qui vendent les choses. Et peut-être on peut faire une politique, l'État peut faire une politique pour peut-être diminuer les taxes sur les articles scolaires pour favoriser l'achat aux parents d'élèves, ce serait bon. C'est la morosité qui secoue le pays qui fait que les parents pensent que le coût des articles sont élevés. Mais malgré tout, le centre continue toujours d'avoir de la visite, nonobstant le temps qu'on traverse. Les vendeurs espèrent toujours, même dans les dernières heures, la clientèle qui ne manquera surtout pas au rendez-vous. Bon, vous voyez, ces temps-ci, tout le monde, comme tous les Béninois d'ailleurs, traverse une période difficile, extrêmement difficile, comme vous pouvez le constater. Le temps est dur, mais c'est la rentrée scolaire. Ouais. Donc, les gens viennent un peu. On ne peut pas dire que la tendance n'est pas juste en tant que telle, mais on ne peut que remercier le Seigneur. Les gens viennent un peu. Si déjà, bon, dans la journée, plutôt 1, 2 à 3 clientèles. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien trouvé dans la journée. Les gens ne viennent pas au moment. Mais c'est compliqué pour tous les parents en ce moment. On entend encore, peut-être à partir de la semaine prochaine, ça va prendre encore une autre ampleur, on ne sait pas. Ouais, c'est comme ça. Les prix des articles varient selon la qualité de l'article et l'on s'en procure conformément à son portefeuille, que cela soit sac ou cahier. Vous voyez par exemple ce sac-là. On dit le dernier prix c'est 6 000 francs. Moi j'ai jusqu'à 4 enfants que je dois scolariser. Vous voyez combien je vais verser dans l'achat de sacs? Avant de parler des fournitures scolaires, avant de parler de la contribution,
C'est pour cela que j'estime quand même que c'est un peu cher. Les articles sont un peu chers. C'est bon, c'est résistant, bon, mais c'est un peu cher. Le paquet de 1000 francs, par exemple, c'est à partir de 1000, normalement c'est 1200. Mais quand un client vient, selon la grandeur, selon la quantité de cahiers qu'il vient acheter, le paquet se fait parfois à partir de 1050, 1100 francs. Mais que le prix des articles scolaires soit à la hausse ou pas, les élèves prendront le chemin des classes. À l'issue des travaux confortatifs réalisés sur l'Épi7 à l'est de Cotonou, dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière, la situation s'est aggravée à PK11 au quartier Saint-Yves. Entre lamentation et consternation, les populations sont impuissantes face aux vagues de l'océan Atlantique qui s'octroient plus de 25 mètres de terre chaque année selon les riverains. Ainsi, plusieurs habitations ont été emportées par les vagues. Soucieuse de trouver des solutions à cette situation dramatique, l'association de développement du quartier Saint-Yves lance la lettre afin de susciter une prompte réaction des autorités compétentes. Je vous invite à suivre le secrétaire général et la vice-présidente de la dite association. Saint-Yves est situé entre PK10 et le péage épais. En fait, c'est une situation que nous vivions depuis, mais nous avions espoir. Parce que l'avancée était lente, 1 mètre à 2 mètres par an. Mais nous sommes allés vers les techniciens, le coordonnateur du projet de la protection côtière, qui nous a dit que les travaux sont terminés. Et rien n'est prévu pour Saint-Yves. Et le constat est que l'avancée de la mer est devenue plus inquiétante qu'auparavant. Les techniciens nous ont confirmé que désormais, ce serait de 24 à 25 mètres par an si rien n'est fait. Mais dans ce cas, dans quelques années, même le péage sera atteint. Nous sommes plus de 250 à 300 maisons ici. Et autant que nous sommes, nous avons construit, nous avons souffert. C'est vraiment un cri de cœur que nous lançons au président de la République. Le bureau de l'association félicite le gouvernement pour toutes les réalisations menées dans le cadre de la protection de l'érosion côtière et pour l'engagement du gouvernement à protéger les 125 km de côte de notre pays. Nous avons constaté les différents travaux successifs qui ont été réalisés depuis Akpakpa Dodome, Quartier Jacques, Finayon, Tokplegbe et PK10 Marina, qui ont préservé et mis définitivement à l'abri de l'érosion côtière nombre de nos concitoyens. Ici, à PK11 Saint-Yves, nous subissons les conséquences de ces travaux réalisés en amont. Ces travaux que vous voyez là, qui sont appelés Épi7, travaux confortatifs, ont été réalisés il y a moins d'1 an et ont eu pour conséquence une aggravation et une accélération de l'érosion côtière dans notre quartier. Il y a moins d'1 an, cette maison que vous voyez était encore à 25 mètres de la mer. Aujourd'hui, elle est en train de tomber. Elle est déjà tombée même à l'eau. Alors, ces travaux, en quoi ont-ils consisté? Ils ont permis à nos voisins de PK10 de gagner du terrain sur la mer, comme vous pouvez le constater. Et en contrepartie, nous, tout ce qui a été gagné à PK10 a été rogné de notre côté et continue de le faire. Les techniciens dont le bureau s'est rapproché nous ont expliqué que c'est une situation normale qui est connue. Il est connu que lorsqu'on fait des travaux d'épi, ça protège à l'ouest, mais ça ronge à l'est. Nous avons aujourd'hui le malheur d'être situés à l'est de l'épi et nous lançons un appel aux autorités de notre pays, singulièrement le chef de l'État, afin que, tout comme nos autres concitoyens des autres quartiers, nous puissions être préservés. Nous sommes confiants que notre appel sera entendu. Nous sommes confiants que le chef de l'État ne laissera pas des citoyens qui ont toute leur vie durant travaillé à se construire un logement décent devenir des sans-abri. Ce serait vraiment humiliant pour des pères et mères qui ont travaillé et construit leur logement au prix de la sueur et de la peine, se retrouver dans une situation précaire.
Le lavage automoto constitue une activité lucrative pour les jeunes sans emploi à Cotonou. Ainsi, on retrouve les centres de lavage pour automobiles et motobécanes à tous les coins de rue. Ces centres de lavage qui se sont multipliés de façon plus ou moins expressive ces dernières années dans la ville de Cotonou font le bonheur des propriétaires d'engins qui n'hésitent pas à recourir à leurs services. Une aubaine donc pour les jeunes qui s'adonnent à cette activité. Reportage. Aspirateur, cirage, éponge et savon liquide ou en poudre, tout ceci accompagné de l'eau de forage permet aux laveurs professionnels de mettre au propre les automobiles et motobécanes de leurs clients. Pour la plupart du temps, installés sur un espace estimé à environ 40 mètres carrés, ces lavages auto offrent plusieurs types de lavages à coûts divers. Il y a les lavages simples, il y a les lavages complets. Le lavage simple, c'est-à-dire on lave la voiture et puis on aspire. Cela, bon, on le fait des fois à 1000 francs, 1500, 2000. S'il s'agit d'un lavage complet, c'est-à-dire on lave le moteur, on fait sortir les sièges, on lave tout l'intérieur. Ça dépend du gamme de la voiture. Ça varie entre 10 000, 15 000 jusqu'à 18 000. Laver une auto ou une moto n'est pas chose aisée. Les laveurs rencontrent assez de difficultés telles que des blessures ou des déchirures au niveau des mains et ou parfois attrapent l'infection dénommée panarie compte tenu de leur contact permanent avec l'eau. Le premier risque, lorsque vous lavez par exemple un moteur puis ça refuse de démarrer. L'autre risque, lorsque il y a l'eau qui rentre dans les appareils, et si on ne fait pas attention, l'eau rentre dans un appareil, soit dans une fiche, ça peut donner un coup-circuit. Donc tu es obligé de faire appel à un électricien pour qu'il intervienne. Et si on ne porte pas les bottes, oui, l'eau, on a des démangeaisons un peu partout au niveau des pieds. Alors que le moins client au théo, à si bodja. Quand on a zéro amant mieux pressé, à si bodja, à l'obligé, on a faux, tu m'en as dormi en bodja. Donc on a car faut trop bodé, voir, et de la bodja. Donc on met des timber moments, on a mis à zoabo. Les employés dans ces centres de lavage auto sont payés de façon journalière, mais aussi et surtout en fonction de leur dynamisme et de leur efficacité. Si le client paie 1000 francs, la personne, on le paie à 30%, c'est-à-dire 300 francs sur 1000 francs. Voilà. Si c'est sur 10 000, il a droit à 3 000. Mais chez moi aussi, je tiens toujours compte de l'ancienneté. Donc, je les mets à 35%. Bien étant dans le secteur informel, ces activités de lavage auto-moto, notamment le lavage simple, le lavage avec aspirateur et le lavage du moteur, génèrent beaucoup d'emplois et permettent aux jeunes diplômés sans emploi de trouver leur première source de revenus. C'est la fin de cette édition sur Ezae TV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.ezaetv.com. Bon vendredi à toutes et à tous.